Madame, monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour un nouveau forum. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo, de l'appareil judiciaire. Quels sont les reproches qui sont faits à cette justice et les approches de solutions? Le thème du jour, à en débattre avec deux magistrats. Henri Onyandogo, qui nous fait plaisir d'être une fois encore sur ce plateau. Monsieur Dogo, bonjour. Monsieur Dogo est magistrat du ministère public et est le porte-parole du syndicat de l'USIMAT, l'Union syndicale des magistrats du Togo. Avec vous, Olivier Lidawe Banizi. Monsieur Banizi, bonjour. Magistrat, vous également, magistrat du siège. Vous êtes membre fondateur également de l'USIMAT, le dernier des syndicats des magistrats au Togo. Oui. Donc, pour évoquer avec vous les problèmes de la justice togolaise, des problèmes relayés récemment, vous l'avez peut-être suivi par le président de la Cour suprême. On va l'écouter dans un court instant. Le temps de rappeler aussi que si tout va bien, nous serons en duplex des États-Unis d'Amérique avec le docteur Théo Bito. Il est conseiller enseignant-chercheur des universités. Nous sommes en train de tenter la liaison avec lui. Il va nous rejoindre au cours de cette émission. Ma première question, il faut dire que la justice togolaise a quand même une mauvaise image dans l'opinion publique, une mauvaise image colportée par les uns et les autres. Est-ce que cette image, selon vous, correspond à la réalité ou elle vient tout simplement d'une erreur de perception ou de jugement? Je commence avec vous, Monsieur Dogo. Merci Gilles pour cette question. Merci aussi pour cette énième occasion que vous offrez à nous, les magistrats, de nous exprimer sur ce beau et magnifique plateau de New World TV. Alors, en rapport avec à votre question. Oui. Je peux aller? Merci. Et par rapport à cette question, d'abord, je voudrais dire que circuler un peu dans le monde entier, vous ne verrez dans aucun pays. Oui. Vous n'écouterez personne parler, surtout les citoyens, parler en bien de l'institution judiciaire. Alors, c'est un constat malheureux, mais il est universel. L'image de la justice, de l'institution judiciaire qui est cornée dans notre pays, si je peux me permettre, résulte de plusieurs facteurs. D'abord, c'est l'incompréhension des citoyens, des justiciables, qui ne comprennent pas comment la justice fonctionne. C'est ensuite le fait des perdants de mauvaise foi ou qui ne comprennent pas comment la justice a fonctionné jusqu'à ce que la décision soit rendue et qui prétendaient peut-être gagner et qui ont perdu et qui ont de l'amertume et qui n'hésitent pas à ternir l'image de la justice en disant que non, si j'ai perdu, c'est que le juge a été corrompu, c'est que la justice ne fonctionne pas bien. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes qui le disent. Les gens qui disent que la justice est pourrie, la justice est corrompue. Mais ces gens-là n'ont jamais eu affaire à un juge. Ils n'ont jamais eu une affaire devant le juge. Mais ils le disent. Ils le disent tout simplement parce que c'est ce qu'on dit. Et donc, comme le commun des mortels dit la justice est corrompue, lui aussi il le dit. Alors tous ces facteurs-là participent à peindre en noir l'institution judiciaire. Mais nous sommes des humains. Dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une minorité. Je crois que j'ai écouté le président de la Cour suprême dernièrement, suite à sa sortie, qui a dit quand même qu'il y avait une grande majorité de magistrats qui faisaient très bien leur boulot. Et donc, je ne peux pas comprendre que sur la base du travail peu orthodoxe d'une petite minorité, qu'on puisse jeter l'anathème général sur l'institution judiciaire. Oui, et donc, en conclusion, c'est que dans la grande majorité des cas, l'image de la justice est écornée parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Est-ce que, pour ne m'attarder que sur le dernier aspect, est-ce que ce n'est pas de votre faute de ne pas faire comprendre ce que vous faites, puisque vous savez que cette image vous est collée à la peau? Oui, en fait, vous savez, le magistrat, la fonction de magistrat est une fonction délicate.
D'accord? C'est une fonction d'autorité d'abord. Et donc, comme c'est une fonction d'autorité, il faut l'exercer avec délicatesse. Il n'appartient pas au magistrat, après avoir rendu une décision, de venir expliquer sa décision. Ce n'est pas possible. Le magistrat est astreint à une obligation de réserve. Il ne parle que par sa décision. La décision qu'il a rendue, c'est elle seule qui parle. Et donc, comme vous le savez, les décisions de justice sont très complexes. Ce n'est pas le commun du mortel qui peut lire facilement une décision de justice et la comprendre. Et donc, à ce moment-là, je crois que ailleurs, lorsqu'un juge rend une décision, il appartient au professeur d'université, aux chercheurs, de commenter la décision et de refaire ressortir peut-être les failles. Pourquoi pas les qualités de cette décision-là. Et donc, moi, j'estime que le juge ne doit pas expliquer sa décision. Voilà. Il ne doit pas expliquer sa décision. Olivier Banizi, est-ce que vous partagez ce que votre collègue dit à propos de la justice togolaise? En résumé, il dit que les reproches qui vous sont faits ne sont pas fondés. Oui, Gilles, je partage totalement le point de vue de mon collègue Henri. Et pour les raisons qu'il a déjà explicitées, mais je vous poserai peut-être une question. Dites-moi, Gilles, dans ce pays, qui a une bonne image? Qui? La société civile? Les religieux? Ou des individus? Personnes physiques? Il suffit que vous ayez une petite réussite sociale pour que les gens commencent à colporter des histoires sur vous. Tantôt vous êtes rentré dans une secte, tantôt vous êtes dans un groupe de trafic de drogue ou je ne sais pas quoi. Plusieurs choses seront rapportées, colportées sur vous. Peut-être vous, les journalistes, mais vous savez que les gens vous critiquent aussi. Donc, ce n'est pas parce que des gens racontent que la justice, les gens peignent la justice en noir, que ça voudrait vraiment dire que la justice fonctionne mal. Moi, je vous dirais que la justice togolaise, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien en raison des moyens mis à sa disposition. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, au-delà des éléments qui ont été explicités par mon collègue Henri, liés essentiellement à l'incompréhension du fonctionnement du système judiciaire, il y a aussi ces éléments-là. C'est une mode au Togo que de peindre pratiquement tout en noir. Et je pense que la justice n'échappe pas à cette mode-là. Est-ce que vous pouvez balayer du revers de la main des critiques parfois concrètes qui vous sont faites? La dernière fois, vous avez suivi le président de la Cour suprême monter au créneau. Il n'a fait que dire officiellement ce qui se disait déjà haut. Si vous voulez, on va l'écouter un moment sur des aspects précis, des reproches précis qu'on formule à l'endroit de la justice togolaise. Le président de la Cour suprême du Togo, le juge Abdoulaye Yaya, nous allons l'écouter et ensemble, vous verrez de quoi souffre la justice togolaise. Il est vrai que les magistrats, greffiers, autres acteurs de la justice s'efforcent davantage d'accomplir le minimum nécessaire de ce qui constitue leur devoir de dire le droit. J'insiste sur cette partie. En réalité, ce que j'ai observé et que je vais dénoncer de la partie mauvaise de notre justice, pour emprunter même la formule d'une illustre personne, peut-être est une minorité qui fait mal, qui fait mauvais. La grande majorité s'efforce de faire son travail, de remplir son devoir. Parmi les magistrats, les greffiers, les secrétaires, les auxiliaires de justice, qu'ils soient civils ou encore habillés. Il existe des dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire et qui annihilent tous les efforts consentis par la grande majorité consciente de ce devoir. Mais il y a des juges qui jugent en l'absence des parties en litige. Je n'arrive pas à m'expliquer ça. Mes collègues non plus. Et pourtant, nous sommes des juges suprêmes à la Cour suprême.
Il y a des jugements qui sont prononcés, mais qu'on ne trouve pas ça sur papier. Voilà. Un autre dysfonctionnement. Et les magistrats sont nombreux dans cette attitude-là. On est pressé de vider quand on le veut, mais on ne donne pas le papier. Ce papier, lorsque il n'a aucune couverture d'estampille, de cachet, de timbrage, il est même manuscrit, nous l'appelons le factum, qui représente la décision retenue par le juge pour prononcer pour et contre dans une affaire. Le problème prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans la gestion des affaires foncières. Ça, c'est la plaie de la justice aujourd'hui. Affaires de terrain. Il y a des juges aujourd'hui qui acceptent qu'on repose un problème foncier aujourd'hui, ce problème, alors que 5 promotions avant leur recrutement ont déjà réglé ça. Vous allez voir à la périphérie ou au centre de la ville, en zone urbaine, par Lomé seulement, maison à casser. Ordonnance numéro. Mais ces ordonnances numéro-là, elles existent. Mais quelle est leur provenance? Comment est-ce qu'elles ont été confectionnées? Quelle est leur légitimité? Bien, ce n'est pas à moi de déprécier la décision de justice, mais que les gens sachent, si ces ordonnances-là à casser ou pourquoi ne pas vendre, ce tribunal, c'est la première marche d'un long escalier. On n'a pas écrit ça. On écrit pour exécuter lorsque le jugement est définitif. Je nous prie de nous ressaisir. Le président de la Cour suprême du Togo, le juge Abdoulaye Yaya. D'abord, est-ce que vous comprenez sa colère, Monsieur Dogo? Oui, je viens de suivre avec attention le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature. J'aime cette précision. Mais j'avoue que c'est-à-dire que c'est avec plaisir que je l'ai suivi. Mais ce n'est pas ce que j'ai suivi sur les antennes. Ce n'est pas ce que les journalistes ont relayé. Et parfois, vous, les journalistes, vous transformez les propos des gens. Mais ce que j'écoute ici, franchement, c'est carrément un déphasage avec ce que j'ai vu ou ce que j'ai écouté durant les 2 semaines. J'avoue que, en tout cas, je le dis que ici, plus haut, ce que chaque magistrat a murmuré quelque part dans sa douche ou dans sa voiture les 2 semaines dernières. Mais j'avoue que j'ai été traumatisé, commotionné quand j'ai écouté la presse déformer les propos du président. Parce que j'ai écouté une bande. D'accord? Mais lorsque le président parlait tout à l'heure, je voulais écouter les mêmes propos. Mais je me suis rendu compte que on a coupé la bande, on a fait qu'aligner des expressions juste pour dire que le président était en train de prononcer un réquisitoire terrible contre la justice. Franchement, ce que le président vient de dire, c'est clair. Lui-même reconnaît que la grande majorité des magistrats se bat pour accomplir un bon boulot. Mais à côté, il dit qu'il y a une minorité qui fait mal et qu'il ne comprend pas pourquoi le travail de cette minorité-là qui fait mal peut justifier le fait de ternir ou bien d'écorner l'image de l'institution en général. Vous comprenez, M. Gilles? Mais la minorité dont il parle, est-ce que ce n'est pas un langage diplomatique? Non, mais ce n'est pas un langage diplomatique parce qu'aujourd'hui, le président, il est clair. Le président s'adresse, en tout cas dans ce cadre-là, il s'adresse au peuple togolais, il ne s'adresse pas aux magistrats. Peut-être les magistrats font partie du peuple, mais il ne s'adresse pas principalement aux magistrats dans ce cadre-là. Parce que pour s'adresser aux magistrats, les tests sont prévus, les cadres. Il y a l'Assemblée générale, il y a les rentrées solennelles des cours. Donc, à cette occasion-là, il peut s'adresser de façon pédagogique aux magistrats. Mais ici, dans ce cadre, il s'adresse de façon générale au peuple togolais. Et vous avez, rappelez-moi s'il vous plaît votre inquiétude de tout à l'heure. Mon inquiétude par rapport à la sortie du président Abdoulaye Yaya. Oui, vous parliez de
de la minorité. Oui, la minorité, mais ma prochaine question, en fait, quand il parle de minorité, pour des magistrats qui sont censés, comment on va dire, vous êtes les garants de l'application des lois, c'est vous-même qui faites fonctionner la justice, et que parmi vous, il y a une minorité, comme on les appelle les brebis galeuses. Oui, Est-ce monsieur, que vous ne les connaissez pas? Comment ne pas régler ce problème, crever l'abcès, d'accord, pour que cette minorité ne gâte pas le travail que vous faites? Que moi-même, je me trouve dans cette minorité, mais je ne sais pas, je ne les connais pas. D'accord? Il appartient à ceux qui chapeautent l'institution, qui peut-être reçoivent des dénonciations, des rapports, de prendre les dispositions nécessaires. Mais je dis que dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Mais là où ça fâche, c'est que la justice est un organe régulateur de la société. C'est au juge de demander aux autres citoyens de rendre des comptes. Et donc, ça veut dire que le juge doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il doit être blanc. On ne doit rien lui reprocher. C'est pour cela que, malgré le fait que c'est la minorité, ça semble prendre l'ampleur d'une grande majorité qui agit mal. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de la corruption, par exemple, vous savez, j'ai lu un rapport de Afrobaromètre sur la corruption, un rapport publié en 2016 sur la corruption au Ghana. Et ce rapport établit clairement que la police était en tête, la douane en deuxième position, la justice, l'administration du fisc, et les membres du gouvernement, et puis en troisième position. Alors, la conclusion, c'est que ce rapport établit clairement que la corruption existe dans toutes les institutions. Mais, dans ce rapport-là, c'est la justice qui a été ciblée. Parce que, naturellement, comme je viens de vous le dire, c'est le juge qui est le moralisateur de la vie publique. Si le juge lui-même n'est pas propre, comment il peut efficacement assurer ses fonctions? Il ne pourra pas. Mieux, quand on parle de la corruption du juge, elle fait tellement mal. Elle fait tellement mal. Pourquoi? Parce que quand la corruption du juge, les 1000 francs qui rentrent dans la poche du juge, du magistrat, ou bien du policier, viennent de la poche individuelle du citoyen. D'accord? Mais quand 10 millions rentrent dans la poche des ministres, quand 15 millions rentrent dans la poche du fonctionnaire de douane ou de l'administration du fisc, ça ne fait pas tellement mal parce que l'argent est destiné à rentrer dans la caisse, dans la poche collective. Voilà pourquoi la corruption au sein de la justice se fait ressentir de façon très très aiguë. Vous avez compris mon explication. Et donc, je reviens pour dire que, eu égard à la délicatesse de la fonction du juge, pour ne pas exagérer, parce que je l'ai dit en octobre 2013, si j'ai bonne mémoire, j'avais été apostrophé par un journaliste de la télévision nationale dans un couloir, juste après ma prestation de serment, il m'a tendu le micro, et je lui ai dit, j'ai déclaré ce jour-là, si vous pouvez peut-être visiter les archives de la télévision nationale, j'ai dit le juge exerce une fonction divine. C'est un attribut de Dieu, juger ses semblables. Et donc, si sur la terre des hommes, les humains peuvent recevoir cette charge-là, si ces humains, étant donné que nous sommes sur la terre des hommes, c'est le sang qui circule dans nos veines, si nous ne pouvons pas dire que nous nous égalons à Dieu, nous devons tout faire pour être proches de Dieu. Donc le juge ne peut pas aussi à 100% être parfait, mais il doit s'efforcer de bien faire. Et donc, comme je le dis, dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Mais ces brebis galeuses, est-ce que c'est acceptable au sein du corps des magistrats? Surtout que, comme le président de la Cour suprême l'a dit, les faits sont connus, ça veut dire que les auteurs, on les connaît. Pourquoi laisse-t-on prospérer les brebis galeuses, M. Banidji? Oui, et mon collègue Henri a bien fait de rappeler que les propos du président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, contrairement à ce que nous avons entendu sur les médias, n'ont pas été de dire que la justice... enfin, les mots que vos confrères ont utilisés. Non, 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 c'est pas ce que le président de la Cour suprême a dit. Il est clair, il est précis. C'est une minorité. Et pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on laisse
cette minorité faire? Ce n'est pas à nous, magistrats, de répondre à cette question. Parce que ce n'est pas nous qui sanctionnons la minorité. Mais puisque l'image de cette minorité vous est collée à la peau, ça veut dire que vous en êtes victime. Oui, mais moi, je ne connais pas cette minorité-là. Justement, ce que Moi, je ne sais pas qui est en train de faire quoi dans son bureau. Moi, en tant que magistrat, je sais que je dois faire ce que je... Enfin, je dois tout faire pour rester blanc, pour mériter la confiance de la justice. Alors, il appartient à celui-là qui dit qu'il y a tel fait, de les porter acquis de droit et que des procédures disciplinaires soient engagées. C'est justement pour ça. En fait, on ne peut pas, dans aucun pays, vous ne pouvez trouver une corporation où vous pouvez, et où tout le monde est blanc à 100%. Vous allez trouver toujours quelques-uns. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a les procédures, les instances disciplinaires. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de sous-entendu dans les propos du président de la Cour suprême, dans la mesure où, on l'a dit, il est le président de Conseil supérieur de la magistrature, hein, l'instance qui gère la carrière des magistrats. Si celui-là qui a la charge, hein, le manager général des magistrats, estime qu'il y a une minorité qui ne fait pas son travail, pourquoi il n'arrive pas à s'imposer, à faire parler la loi pour taire cette minorité? Peut-être qu'il le fait. Puisqu'il y a des sanctions qui sont prononcées. Peut-être qu'il le fait. Donc s'il le faisait, il n'avait plus à les dénoncer. En fait, au niveau de l'Union syndicale des magistrats du Togo, c'est ce que nous avons quand même déploré par rapport à la sortie du président. Nous n'avons pas compris pourquoi, étant quand même celui-là, le censeur, le président s'est senti obligé de faire face à la presse pour dénoncer ces mots-là. Alors que c'est à lui qu'il revient de moraliser le corps. Cela suppose que ces tentatives ont, je ne dirais pas échoué, mais ont du mal à donner le résultat. C'est ce que je sous-entends à travers la sortie. Non, mais il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature de s'auto-saisir des cas, hein, d'accord, en matière disciplinaire. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui dénonce des situations d'indélicatesse ou d'indignité au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il ne peut pas... c'est un détail important. Ça veut dire que le président du Conseil supérieur de la magistrature, s'il constate qu'un juge, un magistrat est en faute, il ne peut pas s'auto-saisir. Oui, en matière disciplinaire, il ne peut pas s'auto-saisir. C'est le garde des Sceaux qui est, en quelque sorte, l'organe de poursuite, le ministère public dans cette matière disciplinaire. C'est lui qui dénonce au Conseil supérieur de la magistrature un magistrat qui se serait comporté de façon ou d'une autre, qu'il estime que cela constituerait ou constitue une faute disciplinaire en rapport avec les dispositions du statut des magistrats. Je n'avais pas connaissance de ces dispositions, mais si elles sont confirmées, ça veut dire que je comprends davantage la sortie du président de la Cour suprême. Ça veut dire que c'est une invitation indirecte à l'autorité publique de prendre ses responsabilités. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je n'étais pas dans la pensée du président. Je ne peux pas aussi la préciser. Mais en réalité, il faut dire qu'il y a des procédures disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il y en a. Il y a des magistrats qui sont poursuivis et qui sont, entre guillemets, acquittés. Entre guillemets, je dis parce qu'on est en matière disciplinaire. Et il y en a qui sont poursuivis et qui sont condamnés. Qui sont sanctionnés. Merci de m'avoir prêté le mot. Donc les procédures disciplinaires, elles sont là. Et le président parle de quelques faits précis, notamment des juges qui rendent des jugements sans papier, des juges qui réveillent des dossiers déjà enterrés. Est-ce qu'au sein de la corporation, vous avez une visibilité de ce qu'il a dit tout à l'heure, M. Banizi? Oui, merci Gilles. Des juges qui rendent des décisions sans papier, oui et non. Je m'explique. Vous savez, quand on rend une décision, en tant que magistrat, on a l'obligation de la rédiger entièrement avant d'aller la rendre. Ce qui suppose que le justiciable,
aussitôt après le rendu de la décision, doit pouvoir la voir et comprendre les motifs pour lesquels le juge est allé dans un sens plutôt que dans tel autre sens. Mais il peut arriver que la décision soit rendue et qu'elle ne soit pas disponible tout de suite. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Le premier facteur, c'est, disons, le poids du travail. Les juges croulent sous le poids de leur dossier. Et vous voyez, pendant qu'il est en train de statuer dans ce dossier-là, il a d'autres dossiers et peut-être qu'il est en train de vider des décisions. Ici, il est en train de rendre des décisions. Il est aussi en train d'aller à une autre audience. Il finit de rendre la décision. Il la remet au greffier pour la mise en forme. Le temps qu'on lui ramène la décision pour signature, il doit relire, corriger. Ce qui fait que la décision peut ne pas être disponible tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que le juge n'a pas rendu sa décision. Sinon, une décision qui est rendue sans qu'on ait le papier, comment est-ce qu'on va l'exécuter? Ça ne se comprend pas. Et donc, moi, je dis que c'est donc ces situations-là de lenteur dans la disponibilité de la décision qui peuvent donc justifier ces propos. Mais cela peut être fait à dessein aussi pour brouiller les pistes, puisqu'il a dit, le président, que des décisions sont parfois rendues en l'absence des parties prenantes aussi. Gilles, si vous permettez. Oui. Vous savez, au niveau de l'Union syndicale des magistrats du Togo, nous avions déjà soulevé toutes ces questions-là en adressant un mémorandum à l'autorité compétente. Vous prenez la grande majorité des magistrats, ils vous diront qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Vous voyez quelqu'un qui est allé au manuscrit, sur du papier, pour un jugement qui doit faire 20, 30 pages. Après, il faut transmettre ce jugement-là au greffier qui doit saisir, ramener. Vous imaginez le temps que ça va prendre pour les corrections. Et donc, nous avons demandé qu'on mette des moyens à la disposition des magistrats pour qu'on puisse aller vite. Vous avez parlé des décisions qui sont rendues alors que les parties ne sont pas présentes. Oui, c'est possible. Mais une fois que vous comparez, parce qu'il y a des règles bien précises qui conduisent le procès, vous êtes assigné à comparaître devant une juridiction. Alors, il y a des méthodes ou des moyens qui sont mis pour qu'on puisse vous toucher. Si le juge se rend compte que vous avez été touché, c'est-à-dire que vous êtes au courant, vous êtes informé de la tenue de ce procès, vous êtes venu à l'audience une fois. Mais après, si vous ne suivez pas la procédure, vous laissez, le juge il va poursuivre le dossier jusqu'à rendre en l'absence des deux parties. En l'absence des deux. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Si les parties se désintéressent du procès, le juge peut décider de rendre la décision s'il a les éléments. À charge pour elle de venir chercher la décision quand elles le veulent. Vous voyez? Mais il y a quand même des situations particulières. Je vous donne un exemple. L'année dernière, après au moment de la pandémie liée à la Covid-19, les audiences ont été suspendues. Et après, les audiences ont repris. On a fait des communiqués au tribunal demandant aux parties de revenir poursuivre leur procédure. Mais il y en a qui ne sont pas venus, il y en a qui ne sont pas informés, mais la procédure suit son cours. Où se trouve la faute du juge dans ces situations-là? Et j'avoue, disons-le, que dans combien de dossiers on peut trouver des décisions dans lesquelles le juge a statué en l'absence des deux parties? Et je précise, s'il vous plaît, que la date du délibéré est fixée en avance. Le juge vous dit, à telle date, je viens rendre ma décision. Si je viens que vous n'êtes pas là, je fais comment? Je rends ma décision et je m'en vais. Monsieur Togo, est-ce que on peut comprendre la situation évoquée par le président de la Cour suprême, par les manques de moyens évoqués par M. Banizi tout à l'heure? Il a parlé d'ordinateur. Bon, j'ai quelque peu souri parce que l'ordinateur est devenu aujourd'hui quand même, même si l'État ne met pas l'ordinateur à votre disposition, chacun peut quand même s'attribuer un ordinateur. Il n'appartient pas aux magistrats d'utiliser ses propres moyens pour rendre le service public de la justice. Il appartient à l'État de mettre les moyens nécessaires à sa disposition. C'est vrai, il y a les magistrats qui le font. Moi, actuellement,
D'abord, depuis que j'ai commencé par exercer dans la magistrature, je n'ai jamais reçu d'ordinateur. Les ordinateurs que j'ai eu à utiliser, j'ai acheté le premier, il est gâté. Actuellement, j'ai un second, je l'ai acheté avec mes propres moyens. Alors que l'État, en réalité, devrait mettre à ma disposition une machine de cette nature pour me faciliter la tâche. Parce qu'il y a un risque aussi quand vous utilisez vos ordinateurs privés qui ne sont pas peut-être protégés, ou le jour où vous avez à rendre le tablier, si c'était un ordinateur de l'État, vous rendez l'ordinateur avec tout son contenu. Bien sûr, vous rendez l'ordinateur avec tout le travail. Alors que si c'était privé, vous n'avez pas obligation à rendre. Non, il ne faut pas voir la chose comme ça, M. Gilles. C'est-à-dire, c'est clair que le juge est un agent de l'État, d'accord, qui exerce un service public. Il appartient à l'État de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires pour le faire. Et donc, s'il n'y en a pas, et que du fait de l'absence de ces outils-là, il y a un dysfonctionnement, ce n'est pas la faute au juge. Maintenant, sur la question des jugements qui sont prononcés sans motivation, est-ce que ça ne rajoute pas à la mauvaise image qu'on vous colle? Ça n'explique pas, parce que quand vous rendez des décisions que les gens ne comprennent pas, qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de papier explicatif, vous alimentez les rumeurs sur la justice togolaise. Non, ça pousse davantage les justiciables qui ne sont pas disposés. Il n'y a pas de décision de justice sans motivation. Il n'y a pas de juge aujourd'hui qui puisse rendre une décision sans motivation. Attendez, il est passé par où pour prendre une décision? Sur quelle base il prend la décision? C'est après avoir expliqué les faits, donc pour vous expliquer les différentes parties d'une décision de justice. D'abord, il y a les qualités, c'est-à-dire les parties. Après, il y a la procédure, les faits, la motivation. C'est sur cette base-là que se repose la décision, le dispositif de la décision. Alors, si le juge n'a pas motivé sa décision, comment peut-il aboutir à une conclusion qui constitue en réalité la décision même qui doit être exécutée? Ce n'est pas possible. Peut-être que c'est mal motivé, peut-être qu'il y a insuffisance de motifs, mais dire qu'il n'y a pas de motivation, ah non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il arrive, par exemple, dans des dossiers simples, flagrant délit, vous êtes à l'audience, et vous comprenez bien le dossier, vous pouvez vider. Il y en a qui le font, ils vident, d'accord, sur le siège, ils donnent le dispositif, et après, quand ils rentrent, ils motivent la décision qui concorde naturellement avec le dispositif qu'il a vidé à l'audience. Ça se passe. Mais dans les affaires complexes, par exemple, comme en matière foncière, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vider un dossier sur le siège. J'ai bien dit en matière de flagrant délit, les magistrats le font. Et après, ils régularisent, ils motivent, et puis les motivations sont toujours en concordance avec les dispositifs. Et le président de la Cour suprême, justement, a évoqué ce qu'il a appelé la plaie, le problème foncier. Alors, le foncier semble devenir le ventre mou du système judiciaire, M. Banidi. Le problème vient-il des juges, des justiciables, ou de la politique foncière, tout simplement? Le problème, je pense, ne peut pas provenir des juges, en tout cas. Le problème foncier, il naît quelque part et le juge en est saisi. Donc les litiges fonciers, les multiples litiges fonciers qui sont portés devant les tribunaux ne peuvent pas être imputés aux magistrats. Non, je ne pense pas. Donc le problème pour moi, le problème foncier, il est réel, mais je dirais, excusez-moi, qu'il provient essentiellement du justiciable, du citoyen. J'ai des parents qui viennent me consulter dans certaines situations. Et puis, ils vous narrent des situations, vous tombez, vous vous dites, mais comment est-ce qu'un être humain a pu se comporter comme ça? Des gens vont acheter des immeubles comme s'ils allaient acheter un biscuit dans un magasin, comme s'ils allaient acheter de la moutarde au marché ou du piment. Mais on n'achète pas un immeuble comme ça. Mais vous savez, le Togolais souffre pour pouvoir trouver un abri. Vous voyez? Vous prenez la plupart des fonctionnaires, quand quelqu'un gagne même le SMIC 35 000, il fait tout pour avoir un immeuble pour être chez soi. Mais quand il va contracter par exemple un emprunt à la banque et qu'il veut acheter un terrain, en ce moment-là, il a juste peut-être 200 000 qu'on lui a dit qu'il peut utiliser pour acheter le terrain. Il se dit, allez chez le notaire pour s'entourer de conseils avisés. Ben, le notaire risque de prendre une partie, cela ne lui suffira pas pour acheter ce terrain-là. Et donc, il va se livrer à des propriétaires
qui lui disent oui, ça, ce terrain-là, c'est pour mon grand-père, c'est pour ma collectivité, ainsi de suite. Oui, mais Et il achète. moi j'ai vu des notaires, j'ai interrogé des notaires qui ne s'en sortent pas dans le bourbier foncier togolais. Ils ne s'en sortent pas comment? Avant la naissance du litige ou après? Non. Parce que vous êtes... allons-y justement. Hein. Le notaire, il est là. Quelqu'un vient le consulter. Je veux acheter tel immeuble. Voilà, le propriétaire me dit tel. Est-ce que je peux acheter cet immeuble-là? Je veux que vous m'aidiez à conclure la convention, le contrat. Vous me suivez? Mais qu'est-ce que le notaire fait? Le notaire, il doit chercher le titre de propriété du vendeur et s'entourer de toutes les garanties, comprendre si vraiment celui qui veut vendre l'immeuble en est le véritable propriétaire. Comment est-ce qu'on peut dire en pareille circonstance qu'on ne s'en sort pas dans le bourbier? Comment? Ce n'est pas possible. Donc, on cherche les éléments pour conseiller son client. Vous me suivez? Oui. Et donc, sauf que le fait est tellement complexe qu'au moment de l'achat, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de litige. Mais au moins, entourons-nous des garanties minimales. Les gens vont conclure des conventions où vous allez trouver le reçu d'achat, qui n'est même pas daté. Ou quelqu'un vous dit, je vous vends l'immeuble en tant que mandataire de la collectivité Boko. Pourtant, il ne donne aucun mandat. Alors, il vous vend ce terrain-là, vous partez. Je vais reprendre mon raisonnement. Ou les collectivités avec des mandats multiples. Oui, justement. Mais au moins, cherchez le mandat. Vous voyez, vous, au moins, vous savez qu'il y a un mandat qu'il faut chercher. Vous cherchez le mandat et puis rassurez-vous qu'il n'y a pas d'autre mandat, que ce mandat-là n'a pas été révoqué, par exemple. Mais si vous ne vous entourez pas de ces garanties, et après, vous avez peut-être fini de payer le premier emprunt qui vous a permis d'acheter l'immeuble. Maintenant, vous allez contracter un second emprunt, vous voulez maintenant entamer les travaux, et puis c'est en ce moment-là que quelqu'un sort pour venir demander la cessation des travaux. Vous ne pouvez pas comprendre cette cessation des travaux-là, parce que vous comprenez, vous voyez que c'est l'ouvrage de votre vie qui est en train de tomber à l'eau. Mais est-ce qu'au préalable, vous vous étiez entouré des garanties qu'il faut? Mais quand on vient voir le juge pour lui dire, il y a un litige sur l'immeuble, pas n'importe quel juge, souvent le président du tribunal qui a cette attribution de signer les ordonnances de cessation des travaux, quand on va le voir, vous, Gilles, supposez que vous aviez acheté ce terrain, quelqu'un d'autre, vous venez voir que quelqu'un est en train de faire les travaux, vous allez demander la cessation des travaux, le président, il ne va pas réfléchir par 4 chemins. Parce qu'il y a un problème, il faut suspendre les travaux et régler le problème. Mais pour le fonctionnaire qui a acheté l'immeuble et qui veut construire, il faut attendre peut-être 5 ans, 3 ans au tribunal avant d'avoir une décision qui va être frappée d'appel. On ira à la cour d'appel, peut-être on fera encore 5 ans. La décision sera frappée de pourvoi, on ira à la Cour suprême, on fera 5 ans. Et puis bon, Le fonctionnaire à la retraite. Il est à la retraite ou il est mort. Et donc, il va se dire que la justice ne lui a pas rendu service. Mais est-ce que c'est le problème de la justice? Ce n'est pas le problème de la justice. Mais parfois, est-ce que les magistrats ne surfent pas sur ces insuffisances, à la fois des justiciables, à la fois des pouvoirs publics, pour faire des litiges fonciers un bon business? Monsieur Dogo. Pardon, reprenez la question. Je demande si, en tant que magistrat, juge de siège ou juge de ministère, magistrat de ministère public, vous ne surfez pas sur, comment on va dire, la méconnaissance des lois du justiciable. Gilles, permettez-moi simplement de vous dire que moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis au ministère public, donc je n'interviens pas dans les questions foncières. Je n'ai aucune expérience en la matière. Donc je laisse la main à mon collègue, à mon camarade Olivier Banizi, qui est magistrat du siège, qui a eu à connaître, c'est vrai qu'il n'est plus au siège civil, il est actuellement au tribunal du commerce de Lobé. Oui, mais certainement, vous avez eu à statuer vous avez dans les dossiers fonciers, il peut amplement nous édifier. Oui, mais vous avez vent quand même de ces litiges fonciers en tant que magistrat. Je ne connais pas ces vous avez dossiers. Conseillé. Vous Gilles, connaissez le problème? Non, moi j'ai mes problèmes. D'accord? Vous savez, les litiges fonciers, les magistrats ne sont pas à l'abri. Justement. D'accord? Les magistrats se sont vus retirer des terrains, oui. Qu'ils ont acquis tout à fait régulièrement. Donc, c'est une question qui nous préoccupe tous. Il y a des collègues qui ont fait des prêts
avant que Banisi ne continue, hein, qui ont fait des prêts et qui ont acquis des immeubles. À peine ils ont commencé par ériger la fondation, on vient écrire cessation des travaux. Et là, le litige commence. Mais est-ce que c'est la faute au juge? C'est le juge qui initie les procédures? Non. Le juge ne connaît pas la collectivité Anani, collectivité Boko, collectivité Banisi ou collectivité Dogo, quelque part au fin fond du nord là-bas. Non. Quelqu'un a un problème, les justiciables, les membres des collectivités viennent avec leurs affaires. Mais c'est que le problème, quand quelqu'un vient avec une affaire foncière, vous voir en cabinet et vous soumet son litige, quand vous analysez, vous pouvez, il y en a en principe, ce n'est pas normal. Il n'appartient pas au juge d'indiquer la procédure à un justiciable. Le juge ne joue pas le rôle d'avocat, le juge ne joue pas le rôle de conseil. Mais quand vous indiquez, mais le plus souvent, on est obligé parce que nous sommes dans un village et voilà le vieux qui arrive avec son problème, il vous narre. Vous voyez clairement que non, certainement le vieux, on est en train de le tricher, il y a certaines personnes qui sont en train de le tricher, mais vous lui dites non, il vous demande conseil. Quand il vous demande conseil, il attend que vous lui donnez ce conseil. Or, il est interdit, vous ne pouvez pas, le juge ne joue pas, le magistrat ne joue pas le rôle d'avocat. Mais ce vieux-là, si vous lui dites que vous ne jouez pas ce rôle, il commence par vous regarder méchamment. Il dit que vous, là, vous ne faites pas bien votre travail. Parce que si vous lui dites d'aller à Lomé, parce que avoir un avocat, c'est de se déplacer à Lomé. D'accord? Et c'est des moyens. Quand vous lui servez une telle version, mais il ne vous comprendra pas. Bon, c'est pourquoi certains magistrats, bon, ont tellement pitié des justiciables qu'ils indiquent. Ils disent, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le magistrat là qui a initié la procédure? Moi, personnellement, j'en ai été victime. J'ai conseillé un vieux, il dit, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et après, ce qui est ressorti, son avocat est venu à l'audience, puis il a raconté des histoires, il a dit que non, que c'était le juge Dogo qui avait initié la procédure, mais j'ai tombé, le président de mon tribunal m'a interpellé, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est juste donner conseil. Parce que j'ai vu que le vieux était dans une situation vraiment... il fallait quand même lui dire quelque chose, pour qu'il soit satisfait. Vous savez, la justice participe à la paix sociale. Même le simple mot que vous dites à quelqu'un en cabinet, pas à l'audience, ça l'apaise. Il vient avec ses fardeaux. Ce que vous lui dites, ça l'apaise. Donc, ce que j'ai dit à ce vieux pensait que non, tout était perdu pour lui. Et donc, le simple fait de lui dire que non, tu as encore de la chance, tu peux faire cette action, tu peux faire cette action aussi. Mais il est parti un peu satisfait. Monsieur, oui, Monsieur Banisi, je vous renvoie donc la question, puisqu'on m'a dit que vous avez eu à connaître ces litiges fonciers, quand vous étiez au tribunal. Est-ce que finalement le foncier n'est pas devenu un business juteux pour le corps des magistrats? Je suis surpris d'entendre ça. Business juteux pour les magistrats, des magistrats qui se cherchent dans ce pays-là. Juteux. Bien sûr. Pendant que nous, on est obligés de cotiser pour aider nos collègues à se soigner lorsqu'ils sont malades, on nous parle de business juteux. Bon, moi, je ne comprends pas ça. Excusez-moi. Pendant que des collègues ont des pannes avec leur voiture en cours de route, ils sont obligés d'appeler plusieurs collègues de promo pour qu'on leur envoie un peu de sous, 10 000 par-ci, 15 000 par-là, pour qu'ils puissent aller chez le mécanicien. On va nous parler de business juteux. Je ne crois pas. Donc, le foncier est là, comme je vous l'ai dit. Le problème part souvent des erreurs commises par les justiciables. Mais après, il y a des gens qui peuvent surfer sur le foncier sans même que le juge ne soit au courant. Il y a un collègue, par exemple, qui me rapportait que, bon, voilà, c'est comme ça que quelqu'un est venu un jour pour lui dire, ben, je t'achète du carburant. Bon, ils se connaissent. Il lui sort une enveloppe de 300 000. Le collègue dit non, tu ne peux pas m'acheter du carburant à 300 000. Je ne peux pas. Il a insisté, le collègue a dit non. Il est parti, mais bien après, il s'est avéré que le monsieur était parti chez des justiciables qu'il avait pris 1 500 000.
qu'il va aller voir le juge. C'est l'histoire des démarcheurs, des fameux démarcheurs que vous connaissez très bien, Non. avec qui Non. certains magistrats travaillent Non, parfois. non. Quand vous dites que les magistrats connaissent bien ces démarcheurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. Vous voyez, quand vous arrivez en tant que magistrat au tribunal, il y a des gens, quelqu'un qui peuvent vous accoster pour vous dire, ben, monsieur le juge, je vais vous aider, je prends votre sac, et un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait après, vous êtes au courant. Bon, vous m'avez un peu interrompu dans Oui. mon élan. J'ai perdu le fil. Oui, on va même faire une pause d'ailleurs. Oui, une pause de 10 minutes et tout le monde aura le temps de retrouver ses esprits. Une pause après. Donc pour la seconde partie, on va surtout parler des mécanismes pour l'encadrement de la justice. Est-ce que vous avez de réelles marges de manœuvre? Est-ce que vous êtes libre dans les décisions que vous prenez? Et les téléspectateurs peuvent participer également à ce plateau en vous posant des questions en direct sur nos réseaux sociaux. À tout de suite donc pour la seconde partie de New World Forum.